on va accueillir le prochain conférencier, qui est quelqu'un que je connais depuis un bon nombre d'années, pas mal d'années, lui aussi. J'ai en mémoire notamment des échanges n'importe où, dans des halls d'hôtel, de cas cliniques. On était chacun avec notre ordinateur. Puis je me rends compte que, à écouter Jean-Jacques, ça continue, que ça soit au fin fond d'un hôtel compiègnois. On peut être n'importe où ensemble. Je crois que le mot, c'est échange. Et il a une courbe d'apprentissage, et je pense que Jean-Jacques en est plus témoin que moi et ne me contredira pas, hallucinante. L'abord, la vision qu'il a de la dentisterie est nouvelle, je trouve. Cette vision microscopique, cette vision de microchirurgie, de microparodontie. Mais je préfère qu'il vous en parle de lui-même parce qu'il le fera 10 fois mieux que moi. Aussi, je vous demande d'applaudir Fabrice Baudot. Bravo en tout cas Gilles pour cet événement qui est exceptionnel, tant par la sympathie qu'il dégage et puis par la forme que tu y donnes. C'est très original et vraiment bravo. Si je me remarie, je te prends pour organiser mon mariage. Hein? Bon, ok, donc je suis vraiment très heureux de partager avec vous ici ma passion, une partie de ma passion, c'est la dentisterie. Et donc Gilles m'a demandé de parler des tissus mous autour des implants et d'aborder des notions de microchirurgie. Alors on va aborder des notions parce que je vais essayer de respecter le timing, mais en 45 minutes, 1 heure, on n'a pas le temps de parler de toutes les ficelles, de toutes les techniques de microchirurgie. Ce que je voudrais faire, c'est vous faire passer le message, vous donner la philosophie et de vous donner des éléments qui, je suis certain, vont vous permettre de progresser chez vous, parce que vous avez une expérience chacun, et il n'y a aucune raison que ça soit réservé à des spécialistes, toutes ces notions de microchirurgie. Donc le message que je veux faire passer, c'est de justement le rendre accessible et démystifier un petit peu ces termes de microchirurgie. J'ai l'habitude d'étayer mes propos par de la littérature, donc je vais quand même un petit peu commenter certaines études, voir un petit peu sur ce sujet quelles sont nos connaissances, où en sont nos connaissances, et voir l'intérêt, effectivement, d'apprendre à gérer les tissus mous quand on fait de l'implantologie. Donc, si vous voulez apprendre les techniques de microchirurgie, plus particulièrement, dans le détail, on organise à Montpellier des cours de microchirurgie où on vous prend une journée ou deux. Vous avez des interventions en direct, et on a des TP, et on a tout un programme d'éducation très, très personnalisé, où vous allez travailler sous microscope, sous aide optique, sur des pièces animales. Et donc, à ce moment-là, vous allez vraiment apprendre le détail des gestes. Pourquoi faire de la chirurgie des tissus mous? C'est pour éviter d'avoir à subir des situations cauchemardesques comme celle-ci. Quand on voit un confrère qui a essayé de faire de la régénération osseuse guidée et qui se retrouve au bout de quelques semaines ou quelques mois confronté à cette situation désastreuse, parce que tout simplement, il y a eu un manque de respect de l'anatomie et de la gestion des tissus mous. Également, l'intérêt dans la prévention des périimplantites, ça apparaît très clairement dans la littérature, où l'anatomie des tissus périimplantaires est un facteur très important, un facteur de risque important dans l'évolution de problèmes de périimplantites, qui est la nouvelle maladie à laquelle on est confronté. Donc le rôle des tissus périimplantaires, eh bien, ils vont nous apporter, ce qu'on recherche tous, c'est de la sérénité en implantologie, et en particulier quand on débute, quand on est un omnipraticien, qu'on n'a pas forcément la capacité de gérer les échecs, il est très important d'anticiper sur ces échecs en sachant gérer
les tissus péri-implantaires. Alors le problème de l'implantologie par rapport à la parodontologie, c'est qu'en fait, on a une interface très particulière entre les tissus vivants et nos implants, et en particulier le design des pièces prothétiques et l'interface qu'on a avec la biologie. C'est vraiment le problème fondamental, c'est d'arriver à insérer des éléments prothétiques dans un environnement où on va maîtriser cette interface. Et donc, on va voir le rôle des tissus mous dans cette gestion. Et on va voir quelle est leur importance et comment créer un environnement favorable. Et dans le cas où il ne l'est pas, comment le reconstruire. Donc, je vais m'appuyer sur un premier article, celui de Mombelli et Lang, qui fait référence, ils ont publié en 1998, les fondamentaux des traitements des péri-implantites. Parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord que l'ostéo-intégration, c'est un acquis. Ce qui ne l'est pas, c'est sa stabilité dans le temps. Et le problème qu'on a tous, implantologistes, c'est dès l'instant où notre implant est considéré comme étant ostéo-intégré, le problème qu'on a, c'est qu'il y reste. Et de gérer les problèmes de péri-implantite, c'est fondamental. Et c'est ce qui nous anime tous aujourd'hui dans les congrès. Alors, dans cet article, Mombelli et Lang ont défini une stratégie thérapeutique dans la gestion des problèmes péri-implantaires. Je ne vais pas vous détailler tout cet organigramme, mais ce que je voudrais vous faire remarquer dans cet organigramme que j'ai détaillé issu de l'article, c'est ces 3 points. Ici, ici et ici, on parle de l'importance des tissus mous dans la prévention des problèmes quand il n'y a pas encore de problème osseux, et quand il y a des problèmes osseux, on a besoin de gérer les tissus mous en situation délicate, parce que vous l'avez compris, les premières lignes, c'est les situations moins délicates, les deuxièmes lignes, on est dans des situations délicates. Et à tous ces étages, dans la stratégie thérapeutique, on mentionne l'importance de gérer la morphologie des tissus. Donc c'est là que s'intègre notre action de traiter les tissus mous, c'est là qu'est l'intérêt de traiter les tissus mous et éventuellement les tissus osseux, on va le voir également. Alors, quelle est la particularité des tissus péri-implantaires ? Les tissus péri-implantaires, en fait, par rapport aux tissus parodontaux, ils sont fragiles. Ils sont fragiles, on va le voir pourquoi. Bon, Marc et Jean-Jacques en ont un petit peu parlé ce matin. Berglund nous le décrit parfaitement dans un article de Clinical Oral Implant Research, où on voit que les fibres de Charpey, contrairement à la dent, où elles sont insérées perpendiculairement, là, dans l'interface os-implant, gencive-implant du moins, on a des fibres parallèles. Ces tissus sont fragiles et c'est un problème. Et ils sont fragiles mécaniquement et biologiquement parce qu'on a une vascularisation faible et des défenses immunitaires diminuées. Donc c'est là le problème lié à l'interface implant-gencive. Et ces notions sont reprises dans la littérature de manière générale. Alors, comment elle se présente, cette interface muqueuse-implant ? Voilà, par exemple, un cas où on a un parodonte, un péri-implant, des tissus péri-implantaires sains, et vous voyez cette profondeur tissulaire avec les pièces de connexion, qui sont le talon d'Achille des restaurations implantaires, et qui nécessitent un certain aménagement pour insérer nos éléments prothétiques dans de bonnes conditions. Donc on a encore Berglund et Linde qui nous ont décrit tout ça en 1998, c'est des notions très anciennes déjà, il y a au niveau des implants une perte de la jonction dento-gingivale, et donc on a une barrière protectrice en moins. L'intégrité des tissus, elle a une importance fondamentale dans le turnover tissulaire péri-implantaire. On a besoin d'avoir des tissus de cet état-là, dans cet état-là, au niveau santé, pour qu'on ait un turnover qui fonctionne bien et qui fait que notre restauration est pérenne dans le temps. Parce que tout ça interagit, c'est de la biologie. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'autour des implants, il nous faut à peu près 3-4 mm de tissu péri-implantaire, alors qu'au niveau de la dent, on est à 1,5 mm de tissu péri-implantaire. Mais on a besoin d'un certain aménagement, tant sur le plan fonctionnel, biologique que fonctionnel, et on va le voir esthétique. Donc tout ça, il faut l'aménager. Et ce que je disais, les fibres sont plus ou moins parallèles, c'est repris par Linde et Berglund.
Alors, la dimension de la connexion implant-tissu, encore eux, toujours les mêmes. On a une attache conjonctive d'à peu près 1 mm et on a une attache épithéliale d'à peu près 2 mm. Ce qui fait qu'on a entre l'os et la muqueuse une hauteur normale, moyenne, décrite dans cet article encore, de 3 mm. Et donc, c'est quand on va faire nos restaurations, chirurgicalement, il va falloir s'attacher à respecter cette anatomie pour qu'on ait quelque chose qui fonctionne bien. Parce que si on a une muqueuse trop fine, inférieure à 10 mm, ce qui est mentionné dans cet article, avant la connexion du pilier, eh bien, il apparaît des zones de résorption osseuse qui vont rétablir une sorte d'espace biologique, comme c'est le cas pour les dents, comme on le voit naturellement. On a cette distance-là qui est équivalente, quel que soit le système d'implant qu'on utilise, que ce soit des systèmes enfouis ou non enfouis, et qui a été publié dans cette étude de Buzzer et collaborateurs. Et ces notions, en fait, c'est ce qui nous ont amené, et là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est ce qui nous est amené, Richard Lazzara a imaginé avec le platform switching, c'est-à-dire créer une certaine distance entre l'extérieur et l'intimité de l'os pour qu'il y ait une certaine homéostasie de ces tissus périimplantaires. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir, et quand on ne l'a pas, il faut le recréer. Et quand on a une situation favorable, on va le voir, il faut le travailler, tout ça, pour que nos restaurations soient bien intégrées, pour obtenir une certaine stabilité implantaire à long terme. Et on a cette habitude de dire dans nos restaurations prothétiques qu'il faut une stabilité biologique, fonctionnelle et esthétique. Et c'est les 3 piliers de nos traitements et l'objet de tous les efforts qu'on fait pour restaurer nos patients, c'est de rétablir la biologie, la fonction et l'esthétique. Alors, les paramètres en implantologie publiés dans ces articles, il faut avoir cette notion d'espace biologique. La hauteur des papilles en implantologie, très importante et très difficile à obtenir. Les limites gingivales, où est-ce qu'on place nos limites. La quantité de gencives kératinisées, on va voir ce point-là. Et l'épaisseur des tissus périimplantaires. Et enfin, prendre conscience et bien diagnostiquer nos biotypes gingivaux. Donc on voit qu'il y a certains systèmes qui nous permettent d'obtenir ce genre de paramètres, de critères, qui nous permettent d'avoir des manchons suffisamment solides avec des cols en céramique, en zircone, qui peuvent être intéressants, mais il y a bien évidemment d'autres systèmes, notamment quand on va insérer l'implant. Et quand on va, par exemple, en mise en charge immédiate ou dans des cas au stade 2, quand on réalise les provisoires de longue durée, on doit travailler ces connexions et ces paramètres avec des prothèses qui vont respecter un certain profil d'émergence et qui va nous permettre d'obtenir ce que je viens de dire. Donc là, on n'est pas du tout dans la chirurgie. On est plutôt dans l'accompagnement du processus de cicatrisation. Et donc, ça fait partie des stratégies de entre guillemets, microchirurgie, puisqu'on n'en fait carrément pas du tout de chirurgie dans ce cas-là. On ne fait juste que guider la cicatrisation. Et on va voir à quel point la connaissance et le respect de la cicatrisation sont des fondamentaux pour obtenir les résultats, et notamment en microchirurgie. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est faut-il reconstruire les tissus mous périimplantaires? Et c'est une question qui paraît saugrenue aujourd'hui avec la présentation que je suis en train de vous faire, mais on va s'apercevoir qu'il y a quand même certaines confusions dans la littérature. Donc cette question, elle est légitime. L'aménagement des tissus mous périimplantaires. On va voir cet article de Rotondo, qui est un article récent du Clinical Oral Implant Research de 2015, donc c'est le numéro du mois dernier, où il a fait une étude fantastique que je vous recommande de lire parce que c'est quand même incroyable de faire des études comme ça, des études systématiques. Il a fait une revue littérature sur les effets à long terme de l'augmentation des tissus mous périimplantaires. Il a vérifié les tissus durs et les tissus mous. On a pris 4328 études qui ont été publiées dans la littérature scientifique et avec des critères d'inclusion très stricts, il en est ressorti 10 études qui tenaient la route sur ces 4328 études. Donc c'est quelque chose de très sérieux et de très récent. Et voilà les conclusions. Alors, les critères d'inclusion,
on ne prenait que des études randomisées cliniques ou contrôlées cliniques, avec un minimum de 100 implants, où il n'y avait pas d'augmentation préalable ou simultanée, et il y avait un suivi de au moins 1 an sur au moins 10 patients. Et bon, là, je ne l'ai pas noté, mais il y a au moins 100 implants dans l'étude. Voilà la quintessence des conclusions de cette étude. Donc la question qu'on se posait, elle est légitime. Il y a une hétérogénéité des études. Mais ça, on a l'habitude, en dentisterie et souvent, malheureusement, en médecine, on a, quand on regarde des critères très stricts, très peu d'études qui sont valables. Donc il y a une hétérogénéité, on a du mal à comparer. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'évidence sur la stabilité des tissus mous aménagés et de leur influence sur le niveau osseux. Et l'intérêt des aménagements des tissus mous serait valable pour la ROG. Le volume des tissus mous autour des implants, quel est-il? Et à quoi sert-il? Thomas, excellente étude également, excellent article sur Périodontologie 2000-2014, très récent. Il n'y a pas aujourd'hui de consensus autour du volume nécessaire autour des implants sur le plan fonctionnel. Les implants, peu importe le niveau des tissus mous, ils fonctionnent. C'est le résultat des études, c'est surprenant, mais c'est la réalité scientifique. Deuxièmement, 2 mm d'épaisseur de tissu mou semble être la dimension critique autour des implants. Donc il nous faut un minimum de tissu, mais passé ce minimum-là, il n'y a pas de raison d'avoir énormément de tissu, apparemment, sur le plan fonctionnel. Maintenant, on va voir sur le plan esthétique. C'est une autre histoire. La reconstruction de la papille autour des implants. Ça, c'est un débat. Donc la papille, là, on est dans des zones esthétiques. Et c'est un sujet qui a intéressé pendant plus de 25 ans Denis Tarnot. Donc là, ça, c'est le Papilla Maker, comme on l'appelait quand on faisait nos études. Et lui a travaillé beaucoup là-dessus. Et la reconstruction du volume de la papille autour des implants, c'est généralement moins prédictible qu'autour des dents, évidemment. On a le ligament en moins, on comprend les problèmes d'interface. Et on en vient après moult réflexions, et notamment celle de Tarnot, à travailler sur la gestion des alvéoles d'extraction, c'est-à-dire qu'on anticipe, on n'attend pas qu'il y ait un problème avec un implant pour travailler les papilles. Il y a toutes les techniques de préservation d'alvéoles dont Marc ce matin vous a un petit peu parlé, sur le traitement des alvéoles. Il y a les travaux de Palacci sur les papilles, et puis il y a tous les travaux des Suisses et de Buzzer qui sont vraiment très intéressants pour essayer de reconstruire ces papilles. Donc c'est quelque chose qui nous tracasse. Et les techniques de préservation de la papille, tout au long de la procédure implantaire, elles doivent se faire évidemment au moment de l'extraction, elles peuvent se faire au moment de l'implantation. En fait, c'est une préoccupation permanente de l'implantologiste. Elle peut se faire encore au stade 2 et elle peut se faire après la réalisation de la prothèse finale. Mais là, c'est un peu plus délicat. Alors, pour illustrer ces notions, je vais vous montrer une petite vidéo du cas d'une canine de lait qu'on a été obligé d'enlever. Voilà l'extraction de la canine de lait. Voilà la gestion du tissu mou avec une greffe de conjonctif interposée qui s'est manifestée pendant le processus de cicatrisation qu'on a géré avec le laser pour estomper la marque. Et voilà l'environnement qu'on obtient après cicatrisation et la restauration finale le jour de la pose. Et ce tissu va continuer à maturer. Voilà comment on arrive à gérer à peu près une papille très simplement. Et là, ça a été fait en mise en charge immédiate au stade de l'implantation avec un petit greffon en tranche d'orange qu'on prélève très simplement sur la tubérosité. Ça prend 1 minute pour faire ça. Et on vient insérer le greffon là dans le sulcus périimplantaire pour obtenir un résultat qui est satisfaisant. Et là, nous sommes qu'au début de la cicatrisation. On peut également faire plus simple, c'est-à-dire que là,
l'extraction a eu lieu, et le jour de l'extraction, on a commencé à gérer le volume papillaire pour essayer de continuer, de garder cette architecture péri-implantaire. Et donc, on guide là, dans ce cas-là, la cicatrisation, et on peut classer ça dans des techniques de microchirurgie. Alors là, on est tous d'accord, vous connaissez par cœur cette technique, et c'est très simple. On utilise des dispositifs prothétiques qui nous permettent de guider avec un apport de composite et qui va nous donner une morphologie satisfaisante pour pouvoir insérer l'implant dans de bonnes conditions le jour où l'os a été considéré comme étant correct pour l'implantation. Donc vous voyez que sur un cas comme ça, on a le sentiment que ça va bien se passer et on n'a pas laissé s'affaisser, si je puis dire, la gencive sans aucun contrôle. On va voir un cas un petit peu plus compliqué maintenant, d'aménagement des tissus mous qui fait appel à des techniques de microchirurgie. C'est un cas de parodontite terminale sur deux incisives centrales qu'on a implantées et mises en charge immédiatement. Vous voyez le cas, avec évidemment plus d'os du tout. Les implants ont été mis en charge et avec des greffons conjonctifs associés à des PRF, on a essayé de préserver les volumes. On a travaillé les profils d'émergence, comme je vous montrais tout à l'heure, avec les provisoires. Et on a laissé cicatriser, on a géré les tissus de la manière la plus conservatrice, hein, aucune incision de décharge. Je vais vous expliquer le concept tout à l'heure. Et voilà les résultats qu'on a, regardez les volumes qu'on arrive à maintenir, voilà l'environnement qu'on arrive à obtenir pour finir ensuite les restaurations avec des prothèses scellées qui vont faire plaisir à Jean-Jacques et à Marc, où on insère deux prothèses sur des implants Straumann Bone Level. Voilà le cas terminé. Donc là, on a gardé nos tissus. On est sur des biotypes qui sont plutôt favorables. Regardez le profil d'émergence et le volume tissulaire qu'on obtient. C'est très intéressant et c'est très simple. C'est très simple. Il faut juste avoir la connaissance des concepts en tête, ce que je vais essayer de vous présenter juste après. Alors les biotypes fins, il faut y faire très attention pour éviter ce genre de problème. C'est une patiente que j'ai vue pour un cas de périimplantite. Et là, cette patiente maintenant est stabilisée, mais reste le problème, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'anatomie des tissus périimplantaires. Et là, on a affaire à un biotype fin. Et cette patiente, elle nécessiterait d'avoir un aménagement tissulaire, comme ça a été préconisé par Montbellier et Lang dans leur stratégie périimplantaire, des périimplantites. Il faudrait, maintenant qu'on a contrôlé la biologie autour de ce pilier implantaire, il faudrait l'aménager avec des tissus mous. Mais la patiente, elle est bien comme ça, elle est contente. Elle sait qu'elle doit venir faire de la maintenance parodontale tous les 2-3 mois. Et donc, dans des cas comme ça, évidemment, il ne faut pas instrumenter avec une instrumentation conventionnelle parce qu'on sait qu'elle est inefficace, on sait qu'elle est délétère pour la santé des muqueuses, parce que c'est tellement fin que si vous insérez des curettes manuelles dans des espaces aussi restreints et fragiles, vous abîmez. Et donc, dans mon exercice quotidien, j'utilise le laser Erbium YAG à bas niveau d'énergie, régulièrement, tous les 2-3 mois, pour stabiliser des situations comme ça. C'est un compromis, parce que clairement, il faut aménager les tissus. On est en dessous des 2 mm préconisés. Donc voilà ce problème des biotypes fins, où le risque de récession est souvent associé à ce genre de problème. La nécessité de les aménager, elle est supportée par toutes ces études que je ne vais pas vous détailler. Voyons maintenant sur la stabilité. On a vu un petit peu, encore une étude systématique de Thomas. Il y a peu d'études valables sur le sujet, un faible niveau scientifique, et il semblerait que, on va le voir tout de suite, l'efficacité et la stabilité des reconstructions des tissus mous autour des implants, elles sont aujourd'hui inconnues. Mais il semblerait que les tissus conjonctifs soient les plus adaptés à l'aménagement des tissus mous périimplantaires. Donc dans le cas précédent, il est indiqué d'utiliser de la gencive, du tissu conjonctif pour épaissir ces tissus. Mais qu'en est-il de la gencive kératinisée ? La gencive kératinisée avec des greffes très simples comme nous l'a montré ce matin Jean-Jacques, est-ce qu'il est nécessaire
d'utiliser de la gencive kératinisée autour des implants. Encore une fois, on va voir la littérature sur le sujet, sur une étude à 5 ans, sur des patients édentés. Quel est l'intérêt d'avoir de la gencive kératinisée autour de ces patients? Alors, c'est une étude sur des patients édentés avec un suivi intéressant. Qu'est-ce qui se passe en absence de gencive kératinisée? Il y a une accumulation de plaques, il y a des saignements au sondage, et il y a la présence de récession. Donc il semblerait, et c'est repris par toutes ces études qui vont dans le même sens, donc il semblerait que l'intérêt de la gencive kératinisée autour des implants, elle soit surtout liée à l'hygiène orale qui va être simplifiée quand on aménage les tissus périimplantaires avec de la gencive kératinisée. Donc il y a un intérêt parce que la gestion de l'hygiène orale, elle est fondamentale dans le maintien à long terme de nos implants. Alors les séquences opératoires. Encore une fois, dans un article intéressant de Thomas, Périodontologie 2014, voilà les séquences qu'il propose. L'augmentation de la gencive kératinisée, elle doit se faire avant la mise en place des implants. Tous les tissus mous, dans la mesure du possible, on les gère avant la mise en place des implants. On va améliorer la qualité de ces tissus également, comme je vous le disais, avant les procédures de reconstruction osseuse. Les zones esthétiques, au niveau du timing, il faut environ 4 à 6 semaines avant la mise en place des piliers définitifs. Donc ça veut dire qu'il y a un deuxième temps dans les cas esthétiques où on va avoir une seconde chance d'augmenter le volume et d'améliorer le volume de nos tissus. Alors qu'en est-il de l'os? Qu'en est-il de l'os? On a des problèmes avec l'os parce que fondamentalement, il nous faut de l'os pour poser des implants et il nous faut de l'os pour poser des implants dans le bon axe. Parce que par exemple sur ce cone beam, on voit que de l'os, on en a suffisamment pour mettre l'implant. Si on angule un peu l'implant comme ceci, on a la possibilité de mettre l'implant sans trop de difficulté. Mais quand on veut l'anguler dans l'axe prothétique qui nous paraît idéal, on se retrouve avec des corticales externes très fines, et donc on a une nécessité d'aménager les tissus durs. Ce qu'on fait au moment de l'implantation, on aménage les tissus durs et on va traiter les tissus mous. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, l'importance de manipuler les tissus mous au même temps que les procédures de régénération osseuse guidée, c'est fondamental. Donc, aménager les tissus durs, en implantologie surtout actuelle, elle est très importante. Et la manipulation des tissus mous, elle a une grande importance dans la reconstruction des tissus durs, comme on voit ici, où on va faire une augmentation de volume osseux. Donc voilà où réside, pour terminer ce préambule, où réside l'intérêt de manipuler les tissus mous. Un petit cas pour vous montrer, pour vous illustrer tout ceci, où là on est sur une crête édentée suite à l'extraction de cette dent. On a extrait cette dent, on l'extrait, déjà on préserve l'alvéole au maximum, on va laisser cicatriser, on va avoir une déhiscence, et on va encore retravailler nos tissus mous avant d'aller imaginer implanter. Donc là, il y a un travail des tissus mous à faire qui n'était pas adapté, avec des greffons tubérositaires fixés au périoste. On va remodeler notre crête sur le plan muqueux, avec ce fameux point de matelassier horizontal qui va nous caler les tensions musculaires. Et après, ensuite, on fait une fermeture très simple. Ce sont les techniques de microchirurgie qui nous permettent d'obtenir ce genre de résultat juste post-opératoire. Voilà le résultat juste après les sutures. Et donc, on voit le résultat à 8 jours. Voilà les résultats qu'on obtient. C'est très satisfaisant et très sécurisant de travailler avec ces techniques de microchirurgie. Alors, qu'en est-il et comment procède-t-on cliniquement? C'est maintenant ce que je voudrais vous expliquer. Tout d'abord, il faut lire et il faut apprendre dans les livres parce que la science, elle est dans les livres. Et si j'ai un conseil à vous donner concernant les notions de microchirurgie,
c'est de lire cet atlas qui est magnifique, qui est traduit en français maintenant, fait par Otto Suhr et Jörg Zeller, très très bien documenté. Également, vous avez des noms comme celui de Rino Burghardt et Denis Chanelec, qui sont Denis Chanelec, le pionnier, à mon sens, de la microchirurgie parodontale. Et donc voilà où on peut se nourrir et on peut s'éduquer sur toutes ces notions de microchirurgie. Ce qu'il faut dans votre esprit pour travailler, vous avez toutes les armes pour le faire. Ce qu'il faut, c'est élaborer un concept. Élaborer un concept. Tout se passe dans notre tête. Et en fait, le concept, c'est d'opérer en préservant l'intégrité et la vie des tissus. Ça, c'est ce qui guide le microchirurgien. C'est ce qui nous pousse à faire de la microchirurgie dans la bouche. Et la clé de ce raisonnement et de ce concept, c'est la préservation de la vascularisation. Il faut imaginer, quand vous voyez une dent, le réseau vasculaire qu'il y a dans le ligament, dans l'os, dans la gencive parodontale et naturellement périimplantaire. Bon, on a vu que c'était plus fragile au niveau des implants, mais c'est similaire, avec des gros vaisseaux, avec des capillaires, avec toute cette anatomie, cette histologie vasculaire qu'il y a autour des tissus. Et donc, il faut avoir cette notion en tête pour travailler les tissus. Et le concept, il naît dans la tête, mais il faut qu'on ait une analyse. Il faut qu'on ait une analyse, et l'analyse, elle doit être à la hauteur du concept qu'on a. Si on conceptualise des choses très fines, on doit pouvoir analyser des choses très fines pour pouvoir les restituer avec notre main. Et pour ça, on a des outils. L'outil d'analyse, parce que dans notre métier, on travaille beaucoup avec nos yeux, heureusement. On travaille plus avec nos yeux qu'avec notre nez ou nos oreilles. On a des sens, et nos sens, ils doivent avoir des outils qui optimisent nos sens, qui améliorent l'analyse, ces aides optiques. Et ces aides optiques, elles vont nous permettre le grossissement, elles vont nous permettre la luminosité, elles vont nous permettre d'analyser la transparence des tissus, vous allez voir à quel point c'est important, et vont nous permettre de supprimer les ombres. Donc on va avoir une analyse de notre travail qui va être bien meilleure en utilisant les aides optiques. L'approche microchirurgicale, c'est une nouvelle dimension. On ne regarde plus les tissus à cette dimension, qui est déjà un grossissement, mais on la regarde plutôt à cette dimension. Et c'est la dimension dans laquelle il faut se placer pour faire de la chirurgie non invasive. Et la diapo suivante, je l'aime bien, cette diapo, parce que c'est une image, si vous voulez, qu'il faut avoir en tête, parce que là, on évalue, si vous voulez, la vie du tissu, avec la transparence des tissus, avec les gros vaisseaux, avec les moyens vaisseaux, avec les petits capillaires. Et donc, quand vous allez faire de la chirurgie, à un moment donné, il faut couper des tissus pour accéder, pour travailler dessus. Et une image comme ça nous permet de voir que si on préserve, si on garde ce concept de préserver la vie des tissus, on va essayer d'éviter de couper les gros vaisseaux. Donc si on a une incision, et dans la mesure du possible, on va aller la placer là où on voit le moins de vaisseaux, par exemple ici, sur cet exemple. Voilà pour illustrer, si vous voulez, le concept. Et cette tendance de la chirurgie mini-invasive, ce n'est pas une mode, c'est une tendance lourde qui commence à partir de 1992 avec une croissance exponentielle des études sur le sujet. Quand on prend le terme minimally invasive, on a aujourd'hui, en 2015, près de 53 000 références sur le sujet. Donc la parodontie, l'implantologie, elle n'échappe pas à cette règle. Et c'est une tendance lourde dans laquelle toute la médecine s'est engagée. Et nous en faisons partie, nous, les chirurgiens dentistes. Alors pourquoi la microchirurgie? Comme je le disais, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas du snobisme que d'aller mettre 4 points de suture sur cette papille ou d'utiliser des fils de 8-0 pour aller suturer cet espace-là. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir une sérénité et qui permet de rendre service à nos patients. On a Rino Burghardt qui publie beaucoup sur ce sujet, qui nous apprend dans une étude prospective qui a démontré scientifiquement l'intérêt de la microchirurgie, où ils ont travaillé sur des cas de double papille, dont on va voir l'exemple tout à l'heure. Ils ont travaillé avec des techniques conventionnelles utilisant des fils 4-0 sans aide optique et comparé à des techniques de microchirurgie avec des fils 7-0 et 9-0 sous fort grossissement, grossis 15 fois. Donc les mêmes opérateurs ont opéré de manière conventionnelle et de manière non conventionnelle, de manière microchirurgicale, et ils ont vérifié l'anémie post-opératoire par angiographie.
il y a moins d'anémie post-opératoire avec les techniques de microchirurgie, il y a une meilleure cicatrisation. Et donc, on peut dire, et c'est repris par l'étude de Francetti, que la microchirurgie améliore les résultats, et c'est statistiquement significatif. Donc, c'est prouvé scientifiquement qu'il vaut mieux opérer de cette façon-là. Et là, je voulais vous mettre ce petit diaporama juste pour vous montrer l'exemple, illustrer cet exemple. Voilà le cas d'une technique de recouvrement par double papille, où on va avoir, alors on est autour des dents, mais on peut avoir ça autour des implants, évidemment. La technique de double papille, on est affaire à des techniques de chirurgie pédiculée et qui sont très très fiables à partir du moment où on respecte tous les principes qu'on va voir tout à l'heure. Ce sont des résultats très prévisibles, très reproductibles à partir du moment où on préserve les tissus, la vascularisation et qu'on gère les tensions tissulaires. Quelle est la signification clinique de tout ça? Déjà, j'ai repris les éléments qu'il y a dans le livre de Hürzeler et Zur. Il y a deux notions fondamentales. Le wound healing, c'est-à-dire que c'est la cicatrisation de la plaie chirurgicale. J'ai gardé leur terme en anglais pour leur rendre hommage. Le wound healing, donc c'est une plaie chirurgicale, c'est ce que l'on recherche cliniquement quand on fait de la microchirurgie. Ça va être rapide, il va y avoir peu d'inflammation, peu de douleur, bonne qualité des tissus et ça va être prévisible. C'est ce qu'on recherche. Et ce qu'on essaye d'éviter, c'est le wound repair, parce qu'on s'en est tous rendu compte. Dans la bouche, on peut faire quasiment n'importe quoi comme geste chirurgical, ça finit par cicatriser. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, c'est long, c'est inflammatoire, c'est douloureux, la qualité du tissu, elle est médiocre et c'est non prévisible. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter pour le confort de nos patients. Donc, il faut éviter que notre geste chirurgical génère des plaies traumatiques. Alors, comment ça se passe? La qualité de la cicatrisation initiale, elle va dépendre de deux choses. Du tracé des incisions et des sutures. Et toute la procédure entre les deux, elle va être guidée par notre objectif, c'est-à-dire fermer la plaie avec le minimum de tension. Comment on va procéder? On va le voir tout à l'heure, mais l'idée principale, et mes deux amis l'ont précisé ce matin, la première chose, c'est de stabiliser le caillot sanguin, parce qu'un caillot stable, c'est un caillot qui va amener toute la cicatrisation, et de prévenir l'infection pour éviter qu'il y ait des conflits entre l'immunité et la microbiologie à l'intérieur des plaies, ce qui allonge et qui perturbe le processus de cicatrisation. Et dans tout ce concept, le geste du chirurgien, il a beaucoup d'impact sur le processus de cicatrisation. Les gestes chirurgicaux, le matériel qu'on utilise, tout est important. Et j'allais dire, le fin du fin, ça serait de faire de la chirurgie sans lambeaux. C'est aujourd'hui tout l'axe de recherche qu'il y a en implantologie sur l'implantologie numérique, avec, on en discutait ce matin, notamment l'élaboration de robots qui vont nous faire de la chirurgie guidée instantanée, qui vont nous permettre d'opérer, d'atteindre nos objectifs sans ouvrir. C'est le fin du fin de la microchirurgie, c'est-à-dire de ne plus en faire quasiment du tout. Parce que dans cet article, on l'a montré, que même les lambeaux d'épaisseur partielle provoquent des résorptions ostéoclasiques, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça a été publié depuis longtemps. Il faut des outils. Et là, j'en parlais tout à l'heure, le microscope avec les yeux, et on a du laser aujourd'hui qui est à la dimension de ce qu'on peut analyser avec le microscope. C'est ce qui va contribuer à la réalisation du concept. C'est un outil qui est ultra fin, qui permet de travailler à 30 microns près. On va sculpter les tissus. Ce n'est qu'un outil, ce n'est pas une thérapie, mais c'est un outil qui est au service d'un concept. C'est comme ça qu'il faut voir le laser. On va être un véritable sculpteur avec le laser. On va pouvoir les sculpter, les tissus. On va donc faire des techniques mini-invasives et on va y additionner d'autres techniques qui sont très importantes aussi, à mon sens, dans ce concept, c'est l'ingénierie tissulaire. L'ingénierie tissulaire, qu'est-ce que c'est? On va stimuler la cicatrisation. Non seulement on va préserver la vascularisation, on va faire très attention, on va avoir des gestes, une attitude préventive, mais en plus on va stimuler la cicatrisation. Les deux phases inflammatoires, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais avec les PRF, on en parlait ce matin, on va améliorer le processus de cicatrisation. Donc maintenant, voyons un petit peu le détail du matériel. La manipulation des tissus, les incisions et les sutures, c'est juste ça, les notions de microchirurgie que je vais aborder et qu'on pourra éventuellement développer si vous venez nous voir
plus en détail à Montpellier. La qualité du geste et du matériel, et là je vous recommande particulièrement cet article de Rino Burghardt et Lang, qui est tout récent, il vient de sortir ce mois-ci, octobre 2015, prenez la référence, c'est un article qui est très intéressant où vous avez tout, et il parle des sutures en particulier, qui est la finalité de nos interventions chirurgicales pour fermer. Il faut éviter les fils tressés, il faut arrêter de suturer les tissus avec des fils tressés, parce que les fils tressés ont une haute capillarité avec un risque accru d'infection. Il faut préférer les filaments et de préférable non résorbables, et la meilleure des matières a priori, c'est la polyamide. Les fils résorbables synthétiques, on peut les utiliser, c'est un peu moins bien parce que ça génère des processus d'inflammation, mais vous avez le polyester et la polyglactine qui sont recommandés. Et donc là, un de nos partenaires va être content. On recommande en moyenne, on va dire, en utilisation quotidienne, du 6,0 d'éthicone, l'éthylon 6,0. Les fils ont une importance, mais les aiguilles également, parce que vous traversez les tissus, elles doivent être affûtées et précises pour la microchirurgie. Les 3/8 de cercle sont les plus polyvalentes, mais il y a d'autres diamètres, d'autres courbures qui sont intéressantes. La longueur, il faut prendre 2 types d'aiguilles quand vous faites de la chirurgie autour des dents. Il faut pouvoir passer les espaces interdentaires, et donc il faut avoir des aiguilles assez longues, de 13 à 15 mm. Et si vous êtes sur des incisions de décharge, préférez des aiguilles plus courtes. Et alors l'extrémité en forme de spatule, comme ici, c'est quelque chose de très bien parce que vous êtes guidé dans la pénétration des tissus sans les abîmer. Et moi je dis souvent à mes patients, vous voulez de la microchirurgie, avec quoi voulez-vous être suturé? Du 4,0 comme ceci tressé ou alors le 7,0 monofilament? Et la réponse elle est évidente. Les sutures doivent être fines. Rino Burghardt 2010. Ils vont au bout des choses, ces gens-là. Ils ont utilisé des fils avec des dynamomètres pour suturer. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un risque accru de récession quand on faisait des lambeaux de recouvrement, à partir du moment où on avait des forces supérieures à 0,001 newton. Donc, pour obtenir ce genre de tension sur les fils qui est extrêmement faible, il faut travailler avec des fils minimum de 6 à 5,0. Et quand on est sur des tissus qui sont fins, il y a un autre paramètre qui est mentionné dans cet article, la finesse des tissus. Plus les tissus que vous allez suturer sont fins, ça paraît évident, plus vous utilisez des fils fins. Et donc là, on est sur du 8,0 à 6,0 pour obtenir des tensions de l'ordre de 5 à 10 grammes en traction au niveau des sutures. Donc voilà la dimension dans laquelle on travaille, 6,0, 8,0, pour obtenir, vous voyez là c'est à la dépose des sutures, on ne sait même pas où est le trait d'incision, et donc on préserve la santé de nos patients comme ça. Une chose qui est fondamentale en microchirurgie, ce sont les points d'ancrage. Les points d'ancrage, pourquoi? Parce qu'on va stabiliser le caillot par l'immobilité des tissus, on vous en parlait ce matin, et là il y a 3 points importants de points d'ancrage. Dans la bouche, vous avez les tissus conjonctifs du vestibule qui offrent un point d'ancrage moyen. Vous avez la muqueuse masticatoire et le périoste, c'est la gencive kératinisée et le périoste. Et là, quand on utilise des fils de cette dimension, suturer un périoste, c'est un jeu d'enfant. Et vous avez les implants et les dents qui vous permettent d'ancrage à vos sutures. Et le choix de l'ancrage final détermine le tracé initial des incisions. C'est là que, si vous voulez, avant de mettre le premier coup de bistouri dans la gencive, il faut que vous sachiez ce que vous allez faire pour savoir où vous allez suturer, parce que c'est la finalité, encore une fois. Les événements vasculaires liés aux sutures, ce n'est pas anodin de suturer un tissu. Donc si on peut s'en dédouaner, c'est quand même important de le faire. Là, ça a été bien expliqué dans cet article, c'est déjà des vieilles études. Le lambeau d'épaisseur totale suturé avec des points simples ou matelassiers horizontaux, il n'y a pas de différence entre les techniques de suture. Dans cette étude, ils ont comparé matelassier et points simples. Pas de différence entre les techniques de suture. Élévation d'un lambeau perturbe la vascularisation et il y a un retour à la normale au bout de 7 jours dans les espaces interproximaux parce qu'on coupe des vaisseaux un peu plus gros, et au bout
de 3 jours ailleurs. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'en fait, ces effets négatifs des sutures, ils existent jusqu'au retrait des sutures. Donc il faut, a priori, enlever les tissus rapidement. Il y a un pic de réaction au 3e jour après les sutures. Une altération des sutures au point de suture. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter les fils tressés, parce que c'est un endroit où les bactéries rentrent. Il y a une large zone inflammatoire autour du point. Donc quand vous avez des tissus fins, vous avez des remaniements tissulaires qui sont délétères pour l'esthétique et pour la stabilité des tissus. Et la pénétration microbienne au point d'entrée, elle a été expliquée dans ces études. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut préférer les fils non résorbables et de retirer les points le plus tôt possible. Alors je voudrais vous montrer cette petite application, juste pour vous montrer, pour vous l'illustrer, et je vous recommande pour ceux qui s'intéressent aux sutures de vous la télécharger. C'est une application qui vaut 10 €, qui a été faite par le professeur Rasperini, où vous avez toutes ces sutures-là détaillées de la façon suivante. Voilà un exemple de la vidéo. Et je vous ai choisi ce point parce que c'est un point qui est très important. C'est le matelassier horizontal qui va nous permettre de stabiliser les muscles et de limiter les tensions. On va voir l'intérêt de limiter les tensions rapidement. Voilà la vidéo. Vous pouvez apprécier le détail de la technique pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage des sutures. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors vous voyez, avec le matelassier horizontal, vous stabilisez les plans profonds, mais vous laissez les plans superficiels ouverts, et vous allez dans un deuxième temps mettre un deuxième point pour fermer les plans superficiels. En fait, on va se rendre compte en chirurgie, en microchirurgie parodontale, qu'en fait, on fait de la chirurgie plastique, comme les praticiens dermatologues qui font de la chirurgie plastique avec plusieurs plans. Voilà comment on doit pratiquer ce genre de chirurgie. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est ces problèmes. Il faut gérer les incisions pour une chirurgie sans tension. Et il faut les analyser, les tissus. Quand vous allez opérer un tissu, vous regardez où se situe la ligne mucogingivale, la gencive kératinisée, les tissus mous, les tensions. Il faut évaluer la qualité, la quantité, l'anatomie des tissus et ces tensions qui sont problématiques. Et donc, quand vous allez suturer une muqueuse, vous voyez, il faut s'attarder à bien fermer avec ces fameux matelassiers horizontaux, les points simples en surface, et ne pas hésiter à faire des décharges horizontales pour libérer les tensions musculaires, pour obtenir une stabilité des tissus. Le fin du fin, c'est de ne pas suturer, et là je rends hommage à Jean-Jacques qui est dans la salle, qui m'a éclairé sur l'intérêt de faire des greffes collées pour aller traiter ces problèmes de tension qu'on a autour des tissus. Voilà une greffe collée, et voilà le résultat à peine 2 mois. Donc là, vous voyez qu'on a complètement écarté les tensions tissulaires, et si on ne règle pas ce problème-là, eh bien, le problème, on ne le règle jamais. Voilà ce que ça donne sur une vidéo, ce que je viens de vous expliquer. Il y a plusieurs manières de procéder. Il y a la lame froide, donc dissection périostée à la lame froide. Vous voyez la tension que je vais devoir gérer, et vous voyez qu'on est dans un cas de périimplantite, donc on comprend l'origine de la périimplantite dans ce cas-là. Voilà à la lame froide comment ça se passe concrètement. On dissèque les muscles, on les sépare du périoste et on va les suturer plus bas pour supprimer les tensions. On dissèque avec des bistouris, avec des petits ciseaux. On dissèque avec aussi des micro-lames. C'est le même principe. On va libérer les tensions. On va libérer les tensions musculaires. On va libérer les tensions de fibres collagéniques pour pouvoir avoir des tissus parfaitement libres de tension. Alors ces fameuses tensions, et là vous avez le même type de dissection avec le laser Erbium YAG. Alors vous allez voir l'intérêt du laser Erbium YAG concernant la vascularisation périostée. Donc là on procède par microablation, on fait de la sculpture tissulaire. Ce qui est intéressant avec le laser, c'est qu'on n'a pas de saignement. Regardez un petit peu, je vous parlais de la vie des vaisseaux. Regardez la vie du périoste. Vous voyez qu'elle est préservée en opérant au laser. On ne touche pas les capillaires périostés pour préserver la vie de ce tissu.
Et la vie des tissus, c'est fondamental. Et il y a un article majeur qui a été publié par Akiko Mamoto, qui est de la Harvard School of Medicine, un article récent de 2009, où en clair, elle a démontré scientifiquement que la pression exercée sur les tissus induisent la morphologie et la physiologie de ces tissus via la modification du code génétique. Donc maintenant, on sait pourquoi un tissu sur lequel on exerce une pression, il y a une modification de sa morphologie, et en particulier quand on lui demande de cicatriser, d'où l'intérêt de cicatriser avec des tensions minimales. La tension tissulaire en microchirurgie, encore une étude de Pini-Prato montrant que quand on exerce des tensions de l'ordre de 0,4 grammes, on a des taux de recouvrement qui sont bien meilleurs que quand on est avec 6,5 grammes de tension. Les lambeaux tractés coronaires, donc on compare une méthode traditionnelle et une dissection fine, qui vont dans le même sens que l'étude de Rino Burghardt précédemment. Et pour finir, en fait, je voudrais vous présenter ce concept multicouche, où on va traiter non plus des lambeaux d'épaisseur totale, comme on a pu nous apprendre dans nos études, mais où l'on va traiter les tissus parodonto et périimplantaires exactement comme le font les chirurgiens esthétiques, les chirurgiens plasticiens. Chez nous, le problème, c'est que les couches, elles sont dans un espace microscopique. En l'espace de 3-4 mm, on a les 3 couches qu'il faut arriver à disséquer, d'où l'intérêt des aides optiques. La première couche, c'est la couche épithélio-conjonctive. Il faut la cliver de la couche musculaire et de la couche périostée. Couche épithélio-conjonctive, couche musculaire, couche périostée. Ces 3 couches doivent être disséquées. Elles doivent être disséquées, séparées, pour maîtriser les tensions, pour assurer la fixation des tissus et pour préserver la vascularisation. Et à partir du moment où on les a disséquées, eh bien on doit les suturer indépendamment également, ce qui vous permet de maîtriser complètement toutes les tensions dans les tissus. Et là, d'opérer dans ces conditions-là, ça devient beaucoup plus simple. Et puis surtout, plus fiable. Voilà par exemple, sur cette petite vidéo, la manipulation des 3 couches. Pour finir, une petite vidéo pour juste finir sur ce cas, où là, vous voyez, on a clairement un problème sur des implants qui ont été posés dans des conditions difficiles. Donc on a fait un comblement. On va mettre une membrane, comme nous expliquait Marc ce matin. On positionne la membrane. On va venir recouvrir la zone à reconstruire. Et puis ensuite, on va disséquer. Disséquer, comme je vous l'ai montré, on va disséquer les couches. On va recouvrir tout ça par du PRF. Et on va suturer sans tension avec les points matelassiers qui viennent nous fixer toutes ces zones de tissu périimplantaire pour obtenir un lit de cicatrisation à l'abri des tensions musculaires. Voilà. Et ces techniques, eh bien, il faut rendre hommage à professeur Ewers, qu'on a tous connu, Rolf Ewers, qu'on est tous allés voir, en tout cas les 3 conférenciers d'aujourd'hui, ils sont allés voir, et puis Gilles également. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois à Vienne, où professeur Ewers, qui nous a appris ces techniques. Donc je lui rends hommage aujourd'hui. Et si vous voulez que je puisse vous transmettre ce qu'il nous a appris, ben, venez nous voir à Montpellier. Vous avez le contact de la personne qui s'occupe de ces cours. Et donc je vous remercie de votre attention. Prenez du plaisir dans votre travail, c'est l'essentiel. C'était magnifique. Magnifique de tout. De présentation, de qualité d'image, de concept. Et tu m'as mis depuis maintenant un petit moment, tu m'as décrit ce concept-là, et plus j'avance, plus j'y adhère, et meilleurs sont mes résultats. Je suis loin d'être là où tu es, mais c'est pas grave, j'avance grâce à toi. Avec Rolf. Ouais, avec Rolf. Et c'est pas grave, j'avance grâce à toi, grâce à eux. Donc je suppose qu'il doit y avoir 1 ou 2 questions dans l'assistance. Une question. Là, Corinne. Attends, juste après.
Oui, merci pour votre présentation. Je voulais juste poser une question plus précise sur le laser, à savoir, c'est toujours le même type de laser que vous utilisez. Et d'autre part, on a vu ce matin également une présentation où il y a une désinfection du site implantaire post-extractionnel par le laser. Là, vous avez montré une résection par le laser. C'est toujours le même appareil avec des réglages différents. Enfin, est-ce que vous pouvez... Oui, oui. Alors, le laser, la longueur d'onde qu'on utilise, c'est à 2940 nanomètres, c'est l'erbium YAG. C'est un laser qu'on utilise comme un outil de microchirurgie. Ce n'est pas un traitement, c'est un outil. Et pourquoi ce laser? Parce qu'en fait, sa principale particularité, c'est qu'il n'a aucun effet thermique par rapport aux autres longueurs d'onde. Donc, on est dans le concept, on préserve les tissus, on ne va pas les abîmer, on ne va pas les chauffer. Et c'est pour ça que j'utilise ce laser. Alors, le laser, on pourrait en parler toute la journée, mais c'est un laser qui, en même temps qu'il opère, il permet de décontaminer. C'est-à-dire, quand vous faites une incision au laser, vous faites plus que couper des tissus. Vous les coupez, certes, peut-être encore un peu moins précisément qu'à une lame froide. Et encore, ça reste à prouver suivant l'utilisation. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que vous faites deux choses supplémentaires par rapport à l'instrumentation conventionnelle. Vous décontaminez en même temps que vous coupez et vous biostimulez. Et c'est peut-être pour ça qu'on obtient des résultats de cicatrisation qui sont meilleurs. Mais ça, c'est des données qui sont encore assez subjectives, malheureusement, et qui nécessitent des études cliniques qui vont clairement démontrer la supériorité de cet outil en microchirurgie. Voilà. Une autre question, là? Bonjour et merci. On a bien noté votre choix des fils monobrins et plutôt synthétiques. Et pourquoi n'avez-vous pas parlé des fils en téflon ? Alors voilà, ça c'est une bonne question. Moi je vois souvent dans les présentations sur l'implantologie l'utilisation de ces fameux fils blancs Gore-Tex en téflon. Et donc là, bon, c'est pas moi qui le dis, hein, mais moi ça me perturbait un petit peu l'utilisation de ces fils parce que j'avais jamais réellement appris ces techniques avec les gens qui m'ont enseigné, notamment Denis Chanelec. Mais clairement, Rino Burghardt, dans son article là d'octobre 2015, donc, qui a quand même fait référence en microchirurgie, a tout un chapitre sur l'utilisation de ces fils en téflon. Et donc il mentionne le problème lié à la porosité du téflon et le côté expansif et qui, semble-t-il, favorise l'infection, contrairement aux fils monofilaments qui sont, comme je vous l'ai décrit, là, en polyamide. Donc, je pense qu'on devrait arrêter de présenter des cas avec ces fils en téflon. Voilà, pour cette raison et parce que ça a été mentionné dans cette étude-là. Voilà. Merci. Une autre question? Tu as parlé beaucoup de fils, mais tu parles très peu de collage. De greffe collée? Oui, par exemple. Non, mais j'en parle. Bon, je ne pouvais pas décrire dans le détail parce que j'avais d'autres choses à dire, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, si vous voulez, ma philosophie, c'est ce que je vous disais dans la présentation, c'est que si je peux ne pas opérer, c'est mieux. Donc, plus on s'approche de techniques qui nécessitent le moins de manipulation tissulaire, c'est ce qu'il faut privilégier dans le concept. Donc, la technique que Jean-Jacques pratique depuis 40 ans et qui nous a tous appris, elle est très bonne, elle est dans la philosophie, et donc dans la mesure du possible, on colle. Le problème, c'est que c'est comme toutes les techniques, c'est pas une baguette magique, la greffe collée, et on ne peut pas faire que ça. D'accord ? Mais dès qu'on peut, on colle. Et dès qu'on évite de mettre des incisions dans les tissus ou de piquer les tissus avec même des aiguilles très fines, on le fait. Voilà. Mais hein, je crois qu'il y a aussi avant de parler de colle, je crois qu'il y a surtout une question d'indication. C'est-à-dire que les greffes collées sont des greffes épithéliaux-conjonctives libres, plus, oui. Hein, je ne me trompe pas, alors qu'il y a à côté l'autre famille, principalement, qui est les greffes conjonctives. Exact. Faut mettre au-dessus de ça les greffes libres, des greffes pédiculées, hein, voilà, pour repositionner, pédiculées. La colle, comme toutes ces greffes, c'est un outil. Le tout, c'est de savoir... Voilà, il faut utiliser le bon outil au bon moment, dans le bon protocole. Et vous l'avez vu... Mais c'est des outils, ça. Et des outils que, une fois de plus, Jean-Jacques continue tout à l'heure, on a vu qu'il continuait de peaufiner sa technique de soulevé de sinus. Là, maintenant, il sort les trucs par soulevé de sinus par rapport latéral. Pareil, j'ai discuté avec lui. Maintenant, les greffes, pour certains cas, mandibulaires, postérieurs, il les colle, il les pince, pour avoir encore plus de précision. Donc, tout ça, c'est des outils. Je crois que
Alors, j'allais vous dire, ça s'appelle aussi l'expérience. C'est pour ça qu'on est content de côtoyer des jeunes comme lui. C'est que il est tellement avant-gardiste. Il vous a dit qu'il s'est beaucoup planté. Il y a 40 ans, il faisait ça. Il a surtout beaucoup réussi, moi je vous le dis. Mais il a l'honnêteté de dire qu'il se plante. Et ça, c'est plutôt rare au niveau des conférenciers. Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est qu'il dit, non, fais pas ça, tu vas te planter. Fais ça, tu vas voir. Tu vas voir. Mais maîtriser dans un protocole. Vous voyez, attends, je voudrais ajouter quelque chose, parce que c'est hyper important, parce que je sais que dans les conférences, la plupart des confrères, ils attendent des recettes, des techniques à appliquer, des concepts complètement préétablis, pour pouvoir les appliquer, on va dire, sans réfléchir. Et c'est pas ça. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment que vous construisiez votre éducation à travers les lectures, et c'est ce qui va vous permettre de faire un diagnostic et d'avoir un choix thérapeutique avec toutes les palettes d'outils dont on dispose et dont on vient de parler. Et donc cette histoire de greffe collée, c'est génial, ça marche bien, mais ce n'est pas la baguette magique. Protocole. On ne peut pas vous le coller de partout. Et ce qui va guider votre choix thérapeutique, c'est l'analyse des tissus que vous allez faire. Et l'analyse, il faut connaître l'anatomie, il faut connaître l'histologie, il faut avoir les outils pour analyser des tissus. Si vous les regardez à l'œil nu, vous n'avez pas la même analyse que sous aide optique. Donc c'est pour ça que j'essayais de vous faire passer ce message qui est important. C'est d'avoir le bon outil d'analyse, et derrière le concept, évidemment, la tête, et puis les outils au niveau de la main pour restituer tout ça. Voilà. Et là, vous allez avancer, avancer, avancer. Alors c'est sûr qu'on a des règles d'or. Vous avez pu le voir ce matin avec Marc, avec Jean-Jacques. Là, maintenant, c'est la même chose sous forme de microchirurgie. La vascularisation est pour nous quelque chose de très important. C'est des fondamentaux. Combien de fois Jean-Jacques m'a dit « Attention, trop opérer une région, à vouloir mieux faire, on fait moins bien. Attention, c'est à très haut risque. Il ne faut pas foutre les coups de bistouri n'importe où. Ouais. Parce qu'on va perdre en vascularisation, on va avoir une mortification, et à vouloir faire un petit peu mieux, on va avoir beaucoup moins bien. Repasser dans les mêmes incisions. Voilà, donc il faut repasser dans les mêmes incisions. Et tout ça, c'est, moi honnêtement, c'est à force de les entendre, de les côtoyer, de lire, de me déplacer. C'est comme ça que, on avance. Il faut s'ouvrir l'esprit. Il n'y a pas de recette magique, mais c'est comme ça qu'on avance. Oui, puisque l'on est en train de parler de muco-gingival, je dirais qu'après avoir énormément pratiqué la greffe collée, et que je pratique encore tous les jours, aujourd'hui l'évolution pour moi, si tu veux, au maxillaire, c'est vraiment de faire des greffons pédiculés, retournés, c'est-à-dire ouvrir largement le palais, aller chercher le greffon dans le palais, le conjonctif, le ramener en charnière, le ramener en vestibulaire, je t'avais montré la technique l'autre jour. Et de garder ce greffon pédiculé. Là, on a des résultats d'exception. Par exemple, sur les bouchons muqueux, moi, je préfère de loin un greffon parce que c'est vascularisé. Oui. De toute manière, les progrès des greffes, l'autre jour, j'entendais une émission sur les greffes de visage et toute l'histoire de ces greffes de visage, et c'est très, très intéressant. Et la clé du succès, maintenant, on commence à avoir des résultats intéressants, ça a été de comprendre et d'optimiser la vascularisation des greffons. Et ils ont pu aller de plus en plus loin parce qu'ils vont de plus en plus près des tout petits vaisseaux grâce aux aides optiques. Donc c'est bien la démonstration que l'analyse du champ opératoire va nous permettre, avec le concept qui est évidemment en tête, de donner les résultats. Voilà. Tout à fait. Et puis, il ne faut jamais oublier, pour conclure, c'est que on prend toujours dans la vie une décision à un instant T. Donc, quoi qu'on fasse, avec les données acquises de la science, mais aussi, il faut avoir l'humilité de le dire, avec les connaissances qu'on a à l'instant T. Et que, chemin faisant, comme on avance, je dis toujours à mes patients, j'espère dans 2 ans, dans 3 ans, vous dire complètement autre chose, parce que j'aurai continué d'avancer. Mais il faut jamais l'oublier. Parfois, certains conférenciers disent « Attention, c'était il y a 10 ans. Moi, le cas que je vais vous montrer, je l'ai commencé il y a 1 an et demi. J'ai réopéré la patiente il y a 3 semaines, plus de 4 heures. Je vous le montre. Je peux déjà vous dire que je suis déjà passé à autre chose. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous le dire.
Ah, pas dans la philosophie, pas dans l'objectif de traitement, pas dans le protocole, dans le petit déroulé. Mais le petit plus, c'est ça qui va peut-être amener que ça sera encore mieux. Et j'espère, dans 1 an, dans 2 ans, vous dire que j'aurai encore continué d'avancer. Et ça, c'est grâce à des gens comme eux. On se fait une petite pause avant de redémarrer tout à l'heure.